Merci, Madame la Présidente, honorable assistance et tous ceux qui nous regardent. Je tiens tout d'abord, avant de commencer, à remercier chaleureusement notre professeur Abdelaziz Bousfiha pour l'invitation. Il n'hésite pas de me faire appel à ce magnifique congrès. Cette fois-ci, il m'a chargé de faire une communication sur les déficits immunitaires combinés, qui est un grand chapitre des déficits immunitaires. Je pense parler des KID en 15-20 minutes, c'est un défi pour moi, mais j'essaie quand même de faire un peu le tour sur la question. Alors, pour commencer, voici une petite introduction. Les KID sont définis par une lymphopénité et ou par une anomalie fonctionnelle des lymphocytes T qui s'ajoute ou bien qui s'associe à des anomalies des lymphocytes B, qu'elles soient primitives ou secondaires. Les KID, parmi les KID, il y a des patients qui ont une quasi-absence complète des lymphocytes T ou bien quelques lymphocytes T circulants. Là, ils rejoignent le groupe des déficits immunitaires combinés sévères. De nombreuses mutations ont été identifiées jusqu'à présent et ces mutations, elles sont recherchées surtout en fonction du tableau clinique et de la transmission génétique et surtout des résultats de l'exploration immunologique. Ces KID, ils sont généralement de révélation précoce et par rapport aux déficits humoraux et ils peuvent apparaître dès le premier mois ou bien voir dès les premiers mois de vie. Voici quelques données épidémiologiques concernant les KID. Alors, si on compare la société, si on compare les pays occidentaux ou bien les pays de l'extrême-orient, exemple de l'Europe, des États-Unis ou bien des pays asiatiques, on remarque que les KID ils sont beaucoup moins fréquents comparés aux pays comme les nôtres, comme les pays maghrébins ou bien les pays des Moyen-Orient. On remarque d'emblée que les déficits humoraux, ils sont très fréquents dans les pays occidentaux et dans les pays de l'Extrême-Orient. Par contre, dans les pays maghrébins de l'Afrique du Nord et des pays du Moyen-Orient, on remarque la prédominance des déficits immunitaires combinés sévères. En effet, ce sont des sociétés où le facteur de consanguinité, il est très important parce que c'est la consanguinité, elle est fréquente dans ces sociétés. Voici cette image, cette plaque qui montre très bien cette disparité de répartition des kits. Quand on voit le registre de l'ISID, le registre européen des déficits immunitaires, ça, on voit bien, voilà ce qui a été mentionné en bleu, ce sont les kits, et en rouge, ce sont les déficits humoraux. On voit clairement la fréquence des déficits humoraux dans la société européenne et dans les autres pays occidentaux. Et par contre, dans les pays arabes ou bien les pays maghrébins, on voit clairement la prédominance des déficits immunitaires combinés. Regardez l'exemple de l'Arabie saoudite où les déficits immunitaires combinés ou les KID, ils atteignent 60% des déficits de manière globale. Et les pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, il y a des données algériennes qui ne sont pas encore publiées, hein, les données, elles se rapprochent. Les déficits immunitaires combinés, ils sont relativement plus fréquents par rapport aux autres classes des déficits immunitaires. Une exception dans les pays du Moyen-Orient, c'est la Turquie, voilà, où on voit, elle rejoignent à peu près la série européenne. Voilà, ça, ils ont une fréquence des déficits humoraux qui est très fréquente par rapport aux autres déficits. Concernant la transmission des déficits immunitaires combinés, la majorité des kits ils sont transmis généralement sur un mode autosomique récessif. En effet, c'est ce qui explique les sociétés qui ont une consanguinité élevée. Voilà, généralement, les parents ils sont à l'état hétérozygote et la descendance, on a 25% de malchance, pour ne pas dire de chance, d'avoir un enfant qui est homozygote.
Ils peuvent être transmis également sur un mode X récessif ou bien autosomique dominant. Récemment, de nouvelles notions ont été introduites dans la génétique. C'est même un patient qui est à l'état hétérozygote, dans certaines situations, ils peuvent s'exprimer comme des mutations à l'état hétérozygote dominant négatif, haplo-insuffisant, ou bien en anglais c'est haploinsufficiency, ou bien dominant, ou bien les mutations de gain de fonction ou bien de perte de fonction. Concernant la classification des KID, on peut les classer de différentes manières. Là, on peut, dans cette classification fonctionnelle, elle est basée essentiellement sur le taux des lymphocytes T. Lorsqu'on est devant un taux des lymphocytes T qui est relativement bas, voire même absent, là, on est clairement devant un déficit immunitaire combiné sévère. Et en fonction de la présence ou de l'absence des lymphocytes B et des lymphocytes NK, ça nous permet quand même de classer notre SCID et d'orienter même l'étude génétique. Dans l'autre côté, lorsque le taux des lymphocytes T qui n'est pas très bas, mais qui a une lymphopénie. Et là, c'est le tableau clinique qui peut nous orienter à ce que nous sommes devant un KID syndromique ou bien un KID non syndromique. On y reviendra avec un peu plus de détails dans les prochaines diapos. Une autre classification des KID, c'est on peut les classer de différentes manières. Cette classification, elle est basée, comme vous le voyez, là, les SCID et ses variants. Les variants des SCID, voilà, il y a les SCID classiques et les SCID non classiques ou bien atypiques ou bien les leaky SCID en anglais. Il y a aussi le syndrome domaine qui est classé dans cette catégorie. Pratiquement, ce sont les mêmes mutations qu'on retrouve dans cette catégorie, mais à des différences d'expression un peu variables. Il y a les déficits syndromiques. Généralement, ce sont des KID qui s'associent à un syndrome malformatif. Il y a aussi les KID, avec un taux de lymphocytes qui est légèrement diminué ou bien dans les normes, mais qui ont des infections, qui ont plutôt des mutations intrinsèques qui sont responsables d'un défaut fonctionnel. C'est ce qu'on appelle les déficits par défaut fonctionnel. On peut voir, il y a également les KID par défaut de présentation antigénique. Voilà, ce sont les déficits de molécules, d'expression des molécules de HLA de classe 1 et de classe 2. Alors, pour les déficits immunitaires combinés sévères, quand vous voyez les manifestations cliniques dans les SCID classiques, généralement, c'est des infections sévères, des infections respiratoires et gastro-intestinales sévères et qui sont récurrentes et prolongées. On peut avoir des pneumonies à pneumocystis jirovecii, des BCG disséminés, ou bien la cassure de la courbe staturopondérale et des infections fongiques, généralement des candidoses buccales et digestives. Et on trouve des taux des lymphocytes T qui est pratiquement très bas, voire même absent, et une absence des immunoglobulines. Un autre, dans le cas de SCID, généralement, sur le plan clinique, on peut distinguer cette entité facilement qui s'accompagne avec une érythrodermie, une alopécie, hépatomégalie, splénomégalie, une pneumonie et des gastro-entérites. Sur le plan immunologique, on retrouve des lymphocytoses, parfois de taux des lymphocytes qui est dans les normes ou bien une hyperlymphocytose et un taux des IgE élevé et une hyperéosinophilie. Ça, généralement, c'est une caractéristique du syndrome domaine. Par contre, les leaky SCID ou les SCID atypiques, ils sont généralement de révélation un peu tardive, c'est-à-dire au-delà d'une année, qui s'accompagnent avec des infections virales et bactériennes qui sont récurrentes et prolongées et peuvent s'accompagner également de manifestations auto-immunes de type cytopénie auto-immune et retard staturopondéral et parfois des manifestations cutanées de type granulomateuses. Les mécanismes physiopathologiques des SCID, on en trouve plusieurs. D'abord, il y a le défaut de survie des précurseurs hématopoïétiques. Comme vous voyez, l'adénylate kinase, une mutation qui touche l'adénylate kinase mitochondriale. Donc, elle induit le défaut de survie des précurseurs hématopoïétiques. Il y a aussi l'accumulation des métabolites toxiques. Une mutation dans l'adénylate kinase, dans l'ADA ou la PNP,
dans l'adénylate kinase ou les phosphorylases, et qui sont responsables du métabolisme des bases puriques. Elles sont responsables, elles induisent l'accumulation de certains métabolites toxiques qui induisent la mort des précurseurs lymphocytaires, et d'où l'apparition de l'absence des lymphocytes T, des lymphocytes au niveau périphérique de manière générale. Il y a aussi l'anomalie de signalisation des cytokines. Ce sont des mutations qui touchent généralement des récepteurs des cytokines. Donc, l'absence de signalisation, même si on a des cytokines, mais la signalisation, elle ne donne pas le signal. La cascade de signalisation, elle n'aura pas lieu, et d'où l'absence des lymphocytes T. Il y a aussi un défaut de recombinaison des gènes et qui touchent, ce sont des gènes généralement des gènes du BCR et du TCR. Un défaut de recombinaison induit une absence des lymphocytes T et des lymphocytes B et qui donne un SCID qui est de type de T-, B-, 1K+. Il y a aussi des anomalies du TCR. Le TCR, comme vous le connaissez, c'est un complexe multimérique qui est associé à un CD3. Une absence de l'une des chaînes du CD3, elle induit aussi une absence d'été, et ça donne un SCID de T-, B+, 1K+. Il y a aussi des anomalies thymiques. Il y a le syndrome de Dijorge qui peut mimer le SCID, le T-, B+, 1K+. Généralement, il est incompatible avec la vie. Donc, ça, c'est dû à une anomalie de la production thymique des lymphocytes T. Quelques critères de diagnostic des SCID. Le SCID typique, c'est le plus facile à diagnostiquer, c'est l'absence quasi totale des lymphocytes T associés ou non associés à un défaut de prolifération lymphocytaire. Et parfois, on se retrouve avec des lymphocytes qui sont légèrement diminués, mais qui sont d'origine maternelle. Donc, il faut apporter une preuve que ce sont des lymphocytes T d'origine maternelle. Il y a pour les SCID atypiques. Pour les SCID atypiques, on n'a pas l'absence ou bien l'absence des lymphocytes T carrément, mais c'est une lymphopénité mais qui exhibe généralement, qui exprime généralement un phénotype activé, un phénotype mémoire. Avec surtout, ça c'est un examen qui est très déterminant dans ce type de déficit, c'est les tests de prolifération. Un test de prolifération qui est inférieur à 30%, on est clairement que nous sommes devant un déficit immunitaire atypique. Il y a aussi le syndrome Domen, je l'ai dit, on en a sur le plan clinique, ça nous oriente déjà d'emblée vers un syndrome Domen, une érythrodermie, une hépatomégalie, splénomégalie, et sur le plan immunologique, un taux des IgE et des eosinophiles qui est très élevé, et surtout un TCR oligoclonal. Il faut faire toujours la différence parce qu'un SCID avec une réaction GVH ou bien un syndrome Domen, sur le plan clinique, ils se ressemblent, surtout, ils se ressemblent. Donc, il faut faire la part des choses avec l'examen. On examine le TCR pour faire la part des choses. Est-ce que nous sommes devant un SCID avec une réaction GVH ou le syndrome Domen? Une autre catégorie de déficits combinés, ce sont les déficits combinés par défaut fonctionnel. Regardez cette cascade de signalisation. C'est la cascade de signalisation, elle survient lors de l'interaction des lymphocytes T avec les cellules dendritiques ou bien les lymphocytes B. Et une cascade de signalisation, elle survient qui correspond à une chaîne de phosphorylation et de déphosphorylation des molécules au niveau intracytoplasmique qui aboutissent à la synthèse des molécules au niveau membranaire ou bien la synthèse, la libération des cytokines, etc. Une éventuelle atteinte de l'une des molécules, voilà, comme vous les voyez dans les cadrans rouges, ce sont des molécules, des mutations qui ont été décrites jusqu'à présent et qui sont responsables des défauts fonctionnels des lymphocytes T. Et un défaut des lymphocytes T, comme vous le connaissez, c'est l'orchestre de la réponse immunitaire, donc, et il va induire aussi un déficit fonctionnel, va se répercuter sur la fonction de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale de manière globale.
Il y a aussi ce déficit, c'est le déficit endocrine qui a été autrefois classé parmi les syndromes des périgieux, maintenant qui a été reclassé dans les déficits immunitaires combinés parce qu'il induit un défaut de réorganisation du cytosquelette, un défaut d'activation des cellules et un défaut de prolifération, mais aussi un défaut de domiciliation des cellules. De manière globale, les caractéristiques cliniques et les caractéristiques immunologiques, on peut retrouver soit un taux de lymphocytes qui est dans les normes ou légèrement diminué, bien les naïfs, l'étude des naïfs et des mémoires des lymphocytes T, donc il y a une variation. Par contre, le point qui est commun entre ces différents déficits fonctionnels, c'est le défaut de prolifération. C'est la réponse proliférative aux mitogènes ou à l'anti-CD3 ou aux antigènes spécifiques. Donc, elles ont tous un défaut de prolifération. Par contre, sur le plan clinique, on peut retrouver des infections bactériennes, des infections virales, et donc il n'y a pas une clinique qui est caractéristique à part les infections de manière globale. Ce genre de déficit immunitaire, de cette entité de déficit immunitaire, généralement, ce sont les tests génétiques qui tranchent, qui orientent le diagnostic définitif. Le déficit, parmi les kits aussi, à une autre entité, ce sont les kits par défaut de présentation antigénique. Il y a les kits les plus connus, ce sont les déficits en molécules de HLA de classe 1 et de classe 2. Pour le déficit en molécules de HLA de classe 1, il est relativement rare, voire même exceptionnel. Il se manifeste sur le plan clinique par sur le plan immunologique par une lymphopénie TCD8 profonde, alors que les TCD4 ils sont dans les normes. Généralement, c'est un déficit qui se manifeste par des infections, par des lésions cutanées. Il peut rester asymptomatique jusqu'à l'âge adulte. Et la réponse aux mitogènes, elle est normale, aux mitogènes ou aux antigènes spécifiques, elle est normale. Tandis que le déficit aux molécules de HLA, de classe 2, qui est le plus connu sous le nom le déficit en HLA-DR, il est très fréquent. D'ailleurs, le gène, c'est un déficit qui a été découvert dans les pays maghrébins. C'est un déficit qui est très fréquent dans les pays maghrébins. Il se manifeste sur le plan immunologique par une lymphopénie TCD4 profonde et des diarrhées chroniques. Ça, généralement, c'est une signature de ce type de déficit. Par contre, la réponse, les tests prolifératifs, les tests de prolifération, une réponse normale humitogène, mais qui est absente vis-à-vis des antigènes spécifiques. Sur le plan moléculaire, ce ne sont pas les gènes qui codent pour les molécules de HLA de classe 1 et de classe 2 qui sont touchés, mais par contre, ce sont certains facteurs, comme les molécules de HLA de classe 2, ce sont des facteurs de transcription qui sont touchés, qui sont impliqués, qui se fixent sur les gènes des promoteurs, qui codent pour les molécules de HLA de classe 1, et en l'absence de ces facteurs, ou bien ces facteurs de transcription, conduit à l'absence de l'expression des molécules de CMH de classe 1 ou de classe 2 au niveau de la surface. Par contre, dans le déficit en molécules de HLA de classe 1, ce sont les molécules de transport qui sont impliquées. Par contre, il y a une voie alternative. C'est pour ça que c'est un déficit qui reste asymptomatique, parfois de révélation un peu tardive. Les déficits syndromiques, les combinés syndromiques, on peut distinguer plusieurs catégories. Il y a les défauts de réparation de l'ADN, comme l'ataxie-télangiectasie, le syndrome de Nijmegen, le syndrome de Bloom et de Riedel. Généralement, ce sont des mutations qui codent qui induisent l'absence des molécules qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Nous sommes tous vulnérables à des cassures chromosomiques, à des mutations, mais heureusement que nous avons ces molécules qui interviennent pour faire la réparation de l'ADN ou bien elles induisent une apoptose. Par contre, chez ces malades, l'absence de ces protéines ou bien l'absence de ces protéines, elle conduit à des cassures chromosomiques et on aura un syndrome, y compris le déficit immunitaire. Exemple, de l'ataxie-télangiectasie qui se manifeste avec des télangiectasies oculo-cutanées. Oui. Je vous rappelle, il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. J'essaye de faire un peu vite. Nous avons une contrainte de temps. Il vous reste 2 minutes.
Très bien, merci beaucoup. Donc, sur le plan clinique, on a des ataxies télangiectasie, etc. Il y a des faciès particuliers comme le syndrome de Nijmegen, ou le syndrome de Bloom avec une taille courte et un visage un peu particulier. Dans le syndrome de Dijorge, qui est dû à un défaut de production thymique et qui associe une hypocalcémie, une hypoparathyroïdie et un faciès particulier avec un faciès particulier des anomalies cardiaques. J'essaie de faire un peu vite. Il y a le syndrome de Charge qui associe voilà, le colobome, une atrésie choanale. Donc, c'est un syndrome malformatif de manière générale. On ne peut pas parler d'équide sans parler quand même de Wiskott-Aldrich. Le même gène qui code un même gène, une mutation au niveau du même gène, mais il peut donner 4 phénotypes différents qui correspondent à la thrombopénie avec des petites plaquettes et de l'eczéma et des infections. Conduite à tenir, je vais essayer d'être rapide. Conduite à tenir devant l'équide. D'abord, rechercher les signes non cliniques comme les antécédents familiaux, des décès en bas âge et la notion de consanguinité. Et sur les signes cliniques qui sont dominés généralement par des infections respiratoires et gastro-intestinales, des infections sévères, des infections fongiques, etc. Retard staturopondéral, des manifestations auto-immunes de type cytopénie auto-immune et aussi des lymphoproliférations de type adénopathie, splénomégalie et hépatomégalie. D'autres signes qu'on retrouve surtout dans l'équide syndromique, les télangiectasies, un faciès particulier, une atteinte neurologique de type ataxie, un retard mental, microcéphalie, etc. Et une atteinte cardiaque, une cardiopathie, avec surtout quand elle est associée à une hypocalcémie, ça évoque directement un Dijorge. La première étape, elle consiste à réaliser certains examens de routine que tous les laboratoires peuvent en faire. C'est l'hémogramme et rechercher au niveau de l'hémogramme si on pourra trouver une thrombopénie avec des petites plaquettes, avec le VPM qui est bas, une lymphopénie, une neutropénie, etc. Un dosage pondéral également. On peut réaliser même chez l'adulte une électrophorase chez l'adulte et des sérologies post-vaccinales. On peut compléter aussi par la recherche de l'ombre thymique et les bronchiectasies, les dilatations des bronches au niveau des radiologies. Les examens de deuxième intention, ce sont l'immunophénotypage lymphocytaire. Donc, je ne vais pas en rappeler les différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'absence des T, si nous sommes devant un SCID. Le deuxième cas de figure, c'est l'absence des B avec une agamaglobulinémie. Nous sommes devant une agamaglobulinémie congénitale. Et par contre, le cas le plus difficile à trancher, c'est quand on est devant un déficit, devant une lymphopénie tout court. Là, il faudra compléter l'exploration avec les tests de prolifération, les lymphocytes naïfs et mémoire, etc. Les examens de troisième intention, ce sont les tests génétiques. Autrefois, on utilisait le séquençage Sanger. Maintenant, il existe des techniques les plus performantes, c'est le séquençage à haut débit et qui nous permettent de séquencer tout le génome. Et voilà, la prise en charge, comme on le connaît, c'est la greffe de moelle. Généralement, c'est la greffe de moelle qui est indiquée. Malheureusement, il existe même des déficits qui ne sont pas greffables, comme l'ataxie télangiectasie, les Dijorge, qui ne sont pas. La greffe, elle ne va pas résoudre beaucoup de choses. La substitution en immunoglobuline, une antibioprophylaxie et les antifongiques. Pour conclure, l'équide, c'est un groupe hétérogène de maladies correspondant à des situations cliniques diverses. Elles sont fréquentes dans les sociétés où les mariages consanguins ils sont très fréquents. Un dépistage néonatal est très important d'abord pour éviter les complications avec des infections et aussi pour une greffe. Plus on greffe rapidement, plus on a plus de chances d'avoir une réussite de la greffe. Des maladies pédiatriques, mais peuvent aussi se révéler à l'âge tardif, voire même à l'âge adulte. Une prise en charge précoce permet d'éviter les complications suite à des infections répétées, etc. Et à la fin, dans certaines situations, c'est la génétique qui tranche. Voilà, et je vous remercie.